Si vous avez suivi un festival de Cannes dans les années 80, vous avez vu le champagne Bricou, le vin que les stars levaient devant les photographes, celui qui se proclamait le champagne des stars, dont le château s'illuminait chaque soir au-dessus des vignes d'Avise. Derrière cette image, il y avait une vraie maison, la 10e de toute la Champagne, près de 3 millions de bouteilles par an, un siècle et demi de savoir-faire sur la plus belle craie de la Côte des Blancs. Elle avait survécu aux guerres, survécu aux phylloxéras, survécu aux crises, aux modes, au passage d'une famille et d'un pays à l'autre. Et puis, après 166 ans sur la colline d'Avise, tout s'est arrêté en quelques mois. Comment une maison qui faisait le champagne des plus grandes fêtes a-t-elle pu disparaître si vite ? Et qui l'a fait tomber ? Chapitre 1. 2 Allemands sur la colline de Craie. Cette histoire commence, comme tant d'histoires de la Champagne, sur un coteau de Craie. En 1820, dans le village d'Avise, à mi-pente de ce que l'on appellerait plus tard la Côte des Blancs, un homme posa les fondations d'une maison de champagne. Il s'appelait Charles Koch et il n'était pas champenois. Il n'était même pas français. Il venait d'une famille d'hôteliers allemands de Heidelberg, de ces gens qui avaient appris, de génération en génération, l'art de recevoir, de servir, de deviner ce qu'un client fortuné espère trouver au fond d'un verre. Avise n'était alors qu'un village de vignerons accroché à la pente entre le Chardonnay et la Roche Blanche. Les maisons de prestige se concentraient à Reims et à Épernay. Un village de la Côte des Blancs, aussi bien exposé fut-il, restait un fournisseur, un lieu où l'on achetait du raisin, pas un nom que l'on prononçait dans les salons. Mais Charles Koch avait saisi quelque chose que beaucoup de champenois de naissance n'avaient pas encore formulé. Que ce blanc clair et minéral, tiré d'un seul cépage sur une seule colline, pouvait devenir un objet de luxe pour les cours et les capitales de l'Europe. Il ne suffisait pas de le produire, il fallait le porter au loin, lui donner un nom et faire en sorte que ce nom soit prononcé avec respect dans des salles à manger que le vigneron d'Avise ne verrait jamais. Ce travail-là, c'est son fils, Gustave Koch, qui l'accomplit dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et ce fut une vraie conquête, menée bouteille après bouteille, marché après marché. Sous lui, le champagne d'Avise quitta la Marne pour le Danemark, pour la Suède, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour la Russie, pour l'Angleterre. Il faut imaginer ce que cela représentait, à une époque où une caisse de bouteilles voyageait par train, par bateau, par chariot, sur des semaines de route, exposée au gel, à la casse, aux douanes de chaque frontière. Vendre du champagne à Saint-Pétersbourg depuis Avise, dans les années 1870, ce n'était pas remplir un bon de commande. C'était bâtir une chaîne de confiance entre un coteau de Craie et un palais à des milliers de kilomètres. Et cette confiance, Gustave Koch sut la gagner. En 1891, à l'exposition de Moscou, le grand-duc Serge, frère du tsar, but du champagne Koch. Arrêtons-nous une seconde sur cette image, car elle dit tout de ce que cet homme avait accompli. Le vin d'un petit village de la Marne servit à un frère du tsar de toutes les Russies, à l'autre bout de l'Europe. Le coteau d'Avise était entré dans le monde. Le siège de cette réussite, c'était le château Koch, bâti à flanc de coteau, dominant les vignes et les toits du village. Une maison de maître au-dessus de ses caves, dans la plus pure logique champenoise. Le faste en surface, et sous les pieds, creusé dans le calcaire, le vrai trésor. Des kilomètres de galeries fraîches et noires où dormaient les bouteilles. Mais le nom qui allait porter cette maison jusqu'à la gloire, puis jusqu'à la ruine, n'était pas celui des Koch. C'était celui d'un autre homme. Et l'histoire de cet homme, à elle seule, contient déjà presque tout le destin de la maison. Arthur François Bricou naquit à Reims en 1840, dans une famille aisée originaire de Merphy. Il avait tout pour réussir, et il commença par réussir. Il s'établit comme négociant à Épernay à partir de 1863. En 1869, il fit un mariage qui le plaçait au cœur même du commerce du vin mousseux européen. Il épousa Constance Kupferberg, fille du fondateur du secte Kupferberg, ce mousseux allemand qui faisait alors fortune à Mayence. Et en 1876, fort de ce nom, de ce réseau, de cette alliance, Arthur Bricou déposa sa propre marque de champagne.
Un négociant ambitieux, bien marié, bien introduit. Tout, semblait-il, pour entrer dans l'histoire par la grande porte. Il fit faillite. Et pas une faillite ordinaire, de celle qui ruine un homme honnête qu'un mauvais cycle a emporté. Une faillite frauduleuse. Il avait trompé ses créanciers, monté des opérations qui ne tenaient pas, vécu au-dessus de ce que son commerce pouvait porter. Le tribunal d'Épernay le jugea et le condamna à 5 ans de prison. Arthur Bricout n'attendit pas de les purger. Il s'enfuit en Angleterre, laissant derrière lui ses créanciers floués, son nom déshonoré, et une marque de champagne qui survivrait à sa disgrâce. Voilà donc d'où vient le nom de Bricout. Pas d'un grand vigneron, pas d'un bâtisseur d'empire, pas d'un Gustave Koch portant patiemment son vin de cour en cour. D'un homme condamné pour avoir escroqué ceux qui lui avaient fait confiance et qui prit la fuite plutôt que de répondre de ses actes. Retenez bien cette phrase, parce qu'elle reviendra. Un siècle plus tard, ce nom orgueilleux brillerait sur les étiquettes du champagne des stars. Et un siècle plus tard, presque jour pour jour, la maison qui le portait mourrait, elle aussi, d'une faillite frauduleuse, d'un homme en fuite devant ses comptes, de créanciers floués par millions. La Champagne a parfois de ces symétries que personne n'aurait osé inventer. La jonction entre les deux familles, les Corts d'Avise et les Kupferberg de Mayence, eut lieu en 1966. Christian Adalbert Kupferberg, patron du secte Kupferberg, héritier donc du beau-père d'Arthur Bricout, racheta l'ancien château Koch et ses caves d'Avise. Son fils, Christian Andreas Kupferberg, vint s'y installer. Et le champagne qu'il décida d'y produire, il ne le baptisa ni du nom des Koch, ni du sien. Il le baptisa Arthur Bricout, en hommage à cet aïeul par alliance et en signe d'attachement à cette France où il choisissait de bâtir sa vie. C'était le deuxième Allemand à venir créer son champagne sur le coteau d'Avise en un peu plus d'un siècle. Le premier s'appelait Koch, le second s'appelait Kupferberg, et entre les deux, comme un pont jeté d'une rive à l'autre, le nom emprunté d'un escroc rémois en fuite. Il faut comprendre où nous sommes, parce que le lieu n'est pas un détail. Avise est l'un des 17 villages classés Grand Cru de toute l'appellation Champagne. 17 sur plus de 300 communes viticoles. 6 de ces grands crus se trouvent en Côte des Blancs. Avise, Cramant, le Mesnil-sur-Auger, Auger, Chouilly et Oiry. C'est le pays du chardonnay, le pays du blanc de blanc. Ici, la craie n'est pas une métaphore. Elle affleure dans les vignes, elle blanchit les bottes des vendangeurs, elle descend sous le village en caves immenses. Le vin qu'elle donne est synonyme de finesse, de tension, d'élégance, la matière même dont on fait les cuvées de prestige. Posséder des vignes et des caves à Avise, c'est posséder l'un des terroirs les plus rares du monde. C'est sur cette colline, dans ce château, au-dessus de ces caves, que tout allait se jouer. Et pour l'instant, dans ces années 60, sous le nom retrouvé d'Arthur Bricout, la maison ne demandait qu'à grandir. Chapitre 2. L'Alliance et le groupe allemand. Pendant ces premières années, le champagne Arthur Bricout fut surtout une affaire familiale, allemande, élaborée à Avise, avec le sérieux d'une maison qui voulait se faire un nom dans une région où les noms se comptent en siècles. Mais Christian Andreas Kupferberg comprit vite qu'un champagne ne vit pas seulement de ce qu'il y a dans la bouteille. Il vit de ce que les gens croient quand ils lisent l'étiquette. Et sur ce terrain, il avait une carte à jouer. En 1977, un geste vint refermer la boucle de l'histoire. Cette année-là, le champagne Arthur Bricout devint Bricout et Koch. Le geste était celui d'un homme précis, Philippe Koch, arrière-petit-fils de Gustave Koch, le bâtisseur du XIXe siècle, celui qui avait porté le vin jusqu'au grand-duc Serge. Philippe Koch entra au capital de la maison, symboliquement, sans contrepartie financière. C'était une manière de réconcilier les deux lignées qui avaient habité le même château à un siècle d'écart. Mais c'était aussi, et surtout, une opération de prestige. Car ce que cette alliance permettait,
c'était de relancer une cuvée millésimée portant la mention Charles Koch, élaborée à Avise depuis 1820. Mesurez ce que cela voulait dire. La marque Bricout, sous sa forme moderne, n'avait qu'une dizaine d'années. Mais en s'adossant au nom des Koch, elle pouvait désormais inscrire sur ses bouteilles une ancienneté d'1 siècle et demi. Le jeune se donnait la barbe blanche du vieux. Le récent empruntait la profondeur de l'ancien. C'était habile, c'était légal, et personne alors n'y trouvait à redire. Que cette même manie de l'ancienneté empruntée finisse un jour devant la répression des fraudes, cela, nous y viendrons. Pour l'heure, l'alliance Bricout et Koch était un coup de maître commercial. Mais derrière cette façade de continuité familiale, une autre force était déjà à l'œuvre. Une force qui ne s'intéressait pas aux symétries de l'histoire, mais aux colonnes d'un bilan. En 1979, le groupe Rack, un puissant ensemble allemand de vins et de spiritueux, prit le contrôle de Kupferberg, et donc, par ricochet, de la maison d'Avise. Ce n'était plus une histoire de famille, c'était une histoire de groupe. En 1987, après une série d'augmentations de capital, Bricout et Koch devint une société anonyme contrôlée par ce conglomérat. Pour mesurer la disproportion, il suffit d'un chiffre. En 1991, le groupe Rack pesait environ 578 millions de Deutschmark. La maison d'Avise, avec ses caves de craie et son château illuminé, n'était qu'une ligne dans un portefeuille bien plus vaste. Cette dépendance, personne à Avise ne la ressentait encore comme une menace. Au contraire, un grand groupe, c'était des moyens, c'était des réseaux de distribution à travers l'Europe, c'était une stabilité financière dont une maison familiale n'aurait jamais disposé. Les hommes qui dirigeaient au quotidien se succédaient, Clément Müller, puis Pierre Gruas, avant que Christian Andreas Kupferberg ne revienne lui-même aux commandes de 1994 à 1998. La maison gardait son visage français, son ancrage avisois, sa fierté de grand cru. Et le groupe allemand, tant que les ventes montaient, l'a laissé jouer son rôle de joyau. Car il faut le dire, à cette époque, les ventes montaient. Le marché du champagne, dans les années 80, vivait l'un de ses grands moments d'euphorie. Le monde entier voulait du champagne français, et les maisons de la Marne ne savaient parfois plus comment répondre à la demande. La craie d'Avise valait de l'or. Sur cette colline, une maison portant le nom d'un escroc en fuite et celui d'une dynastie d'hôteliers allemands s'apprêtait à connaître son heure de gloire la plus éclatante. Plus tard, le groupe Rack revendrait la marque Kupferberg à Henkel et Söhnlein. Les marques, dans ce monde-là, passaient de main en main comme des jetons sur un tapis. Mais nul ne pouvait encore deviner à quelle main et à quel sort la maison d'Avise finirait par échoir. Pour l'instant, sous le pavillon allemand, le champagne Bricout et Koch montait vers son sommet. Et ce sommet, il l'atteindrait non pas dans le silence des caves, mais sous les projecteurs. Avant d'en arriver là, pourtant, il faut redescendre. Descendre sous le château, dans le froid de la roche, là où se faisait le vrai travail. Chapitre 3. Le sang de la craie. Avant les stars, avant les projecteurs, avant le faste, il y avait le travail. Et le travail dans une maison de champagne commence sous terre. Sous le château d'Avise s'étendent les crayères, ces galeries creusées dans la craie pure, à plusieurs mètres sous le coteau. On y descend par des escaliers usés, et l'air change aussitôt. Il devient frais, humide, immobile. La température y reste constante toute l'année, autour de 10 ou 11 degrés, été comme hiver. Ce n'est pas un confort, c'est une nécessité. Les bouteilles ne supportent ni la chaleur ni les variations. Elles veulent le calme, l'obscurité et le froid stable de la roche. La craie d'Avise n'est pas seulement le sol qui nourrit la vigne, c'est aussi le coffre-fort où mûrit le vin. Un descendant de l'homme qui aurait creusé trop vite ou trop large aurait pu faire effondrer la voûte. Ces galeries se gagnent au burin, sur des générations, et chaque mètre carré de craie sous Avise représente un travail que personne ne voit jamais.
Dans ces galeries, pendant des décennies, des hommes ont accompli un geste que la machine n'a jamais complètement remplacé: le remuage. Les bouteilles, posées tête bêche sur des pupitres de bois inclinés, devaient être tournées un peu chaque jour, d'un quart de tour, et redressées progressivement pour que les dépôts de la seconde fermentation viennent se rassembler dans le goulot avant d'être expulsés. Un bon remueur pouvait manipuler des dizaines de milliers de bouteilles par jour, des deux mains, d'un geste sec du poignet, sans presque regarder. C'était un savoir-faire qui ne s'apprenait pas dans un livre. Il s'apprenait dans le froid, dans la pénombre, pendant des années, jusqu'à ce que la main sache toute seule. Et c'était un travail qui marquait le corps. Le dos, les poignets, les doigts gourds par le froid permanent. Les remueurs d'Avise, comme ceux de toute la Champagne, payaient dans leur chair l'élégance qui brillerait un jour dans les flûtes de Cannes. À la surface, le calendrier du vignoble imposait sa loi. En Champagne, la vendange se fait à la main. C'est une obligation inscrite dans l'appellation, pas un choix laissé au goût de chacun. La grappe doit arriver entière au pressoir, sans être écrasée pendant le transport, pour que le jus du chardonnay reste clair et pur. On compte de 4 à 5 vendangeurs à l'hectare. Et chaque automne, sur le coteau d'Avise comme sur toute la côte des Blancs, c'était l'arrivée d'une armée saisonnière. Cette main-d'œuvre, il faut en parler, parce qu'elle est l'âme cachée de la Champagne et que personne ne la met sur les étiquettes. Autrefois, les maisons faisaient venir des hommes du nord et de l'est de la France, des mineurs, des métallurgistes, qui descendaient pour quelques semaines couper le raisin et arrondir leur paie d'usine. Le geste avait quelque chose de juste. Des ouvriers du charbon et de l'acier venaient le temps d'un automne faire le vin des palaces. Puis, au fil des décennies, ce sont d'autres visages qui sont venus. Des Polonais, des Espagnols, des Portugais, plus tard des Roumains et des Bulgares. Le champagne des cours et des palaces, le vin du grand-duc Serge et bientôt celui d'Alain Delon, étaient cueillis par des mains qui, pour la plupart, ne le boiraient jamais. C'est l'une de ces vérités que l'on n'imprime pas sur les coffrets, mais sans laquelle aucune bouteille de Bricout n'aurait jamais existé. Entre la vendange et le repos en cave, il y avait le pressoir, ce moment grave où le raisin devient jus, où la matière première de toute une année se joue en quelques heures. Il y avait l'assemblage, ce travail d'orfèvre où l'on marie les vins de différentes parcelles et de différentes années pour retrouver, chaque fois, le goût de la maison. Un chef de cave qui se trompe d'assemblage, c'est l'identité d'une marque qui vacille. Et il y avait l'attente. Car le champagne, contrairement à presque tout ce que produit l'industrie, refuse la hâte. On le fait, puis on le laisse. Des mois, des années, à reposer dans la craie, pendant que la seconde fermentation fait son lent travail et que les bulles se forment, une à une, dans la bouteille close. C'est cela qu'il faut avoir en tête pour comprendre tout ce qui va suivre. Une maison de champagne, ce n'est pas une usine qui produit ce qu'elle vend la même année. C'est une maison qui immobilise, dans ses caves, des années entières de production. Des millions de bouteilles qui dorment, qui valent une fortune, mais qui ne rapportent pas un centime tant qu'on ne les a pas vendues. Et c'est là tout le piège de ce métier. Ces stocks endormis dans la craie sont à la fois la plus grande richesse d'une maison et sa plus grande tentation. On peut les montrer à un banquier pour obtenir un prêt, on peut les mettre en gage, on peut les vendre 2 fois si l'on est malhonnête, ou inventer des bouteilles qui n'existent pas, parce que personne ne descend jamais compter les millions de cols alignés dans le noir. Ces stocks endormis dans la craie d'Avise seraient un jour la richesse de la maison. Et un autre jour, ils deviendraient son talon d'Achille. La garantie qu'on met en gage auprès des banques, le trésor qu'on monnaie, l'otage que des ouvriers en colère menaceraient un jour de fracasser sur le sol. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, sous le château d'Avise qui s'illuminait chaque soir, des millions de bouteilles reposaient dans le froid de la roche.
le sang de la craie. Et au-dessus, dans la lumière, la maison s'apprêtait à devenir une légende. Chapitre 4. Le champagne des stars. Vers 1990, le champagne Bricout et Koch atteignit le 10e rang des maisons de champagne. Près de 3 millions de bouteilles produites chaque année, vendues par les réseaux traditionnels, à des prix élevés. Pour une maison qui, sous son nom moderne, n'avait guère plus d'une vingtaine d'années d'existence, c'était une ascension fulgurante. La cuvée Élégance, dans son millésime 1985, se serait écoulée à 500 000 bouteilles. Avize ne faisait plus seulement du bon champagne. Avize faisait du volume, du prestige et de l'argent. Mais ce qui distingua Bricout des autres, dans ces années-là, ce ne fut pas le chiffre. Beaucoup de maisons produisaient autant ou davantage. Ce qui distingua Bricout, ce fut l'image. La maison se proclama le champagne des stars. Et elle eut l'intelligence, ou l'audace, de tenir cette promesse au pied de la lettre. Dès 1988, Bricout s'installa au Festival de Cannes. Sur la Croisette, là où le cinéma mondial vient chaque année se montrer et se vendre, le nom d'Avize coula dans les flûtes. C'était un placement de génie, pas une publicité que l'on subit, mais un vin que les célébrités tenaient elles-mêmes à la main, sous les photographes. Les vins de la maison furent servis au dîner de l'année européenne du cinéma, présidé par Simone Veil, une femme dont le nom seul, en France, imposait le respect. Et chaque soir, sur la colline d'Avize, le château s'illuminait. Visible de loin, comme un phare planté dans les vignes, un signal adressé à toute la Champagne pour dire « Ici, il se passe quelque chose ». Les autres maisons travaillaient dans la discrétion feutrée du luxe ancien. Bricout, lui, allumait ses murs dans la nuit. Le coup le plus spectaculaire fut la cuvée Alain Delon. Vers le début des années 80, la maison lança un champagne portant le nom de l'acteur, inauguré en sa présence, aux côtés du directeur commercial Michel Drian et du président Christian Andreas Kupferberg. Le visage le plus célèbre du cinéma français, associé au vin d'un petit village de la Marne. C'était exactement le genre d'alliance que Charles et Gustave Koch, un siècle plus tôt, n'auraient pas pu imaginer dans leur monde de grand-duc et d'exposition, et qu'ils auraient pourtant compris aussitôt. Car c'était la même idée, exactement. Porter le nom au loin, le faire briller, le rendre désirable. Le grand-duc Serge de 1891 et l'Alain Delon des années 80 servaient la même stratégie, à un siècle de distance. Le tout Paris suivit. On sabra du Bricout dans les soirées. Katia Tchenko, Ute Lemper, Mimi Mati, Isabelle de Botton, Michel Bernier. Le champagne d'Avize n'était plus seulement une boisson. C'était un accessoire de célébrité, un signe de reconnaissance, une manière de dire que l'on appartenait à un certain monde. Et tout cela partait d'une colline de craie, de caves creusées dans la roche, de bouteilles tournées à la main par des remueurs aux doigts gourds, et de raisins cueillis chaque automne par des saisonniers venus de Pologne ou du Portugal. Il faut tenir ensemble ces deux images, parce qu'elles disent tout de l'âge d'or. D'un côté, la lumière. Cannes, Delon, le château illuminé, les flûtes levées par les vedettes sous les flashs. De l'autre, l'ombre. Les galeries fraîches, le geste répété du remuage, les mains calleuses des vendangeurs. La maison vivait des deux. Elle avait besoin des deux. Et tant que l'équilibre tenait, tant que la lumière payait l'ombre, tant que les ventes des cuvées de prestige finançaient les hommes et les caves, la maison montait. Mais cette splendeur reposait sur une réalité que personne, dans l'éclat des projecteurs, ne voulait trop regarder. Bricout et Koch n'étaient pas maîtresses de son destin. La maison appartenait à un groupe allemand qui la jugeait à l'aune d'un bilan, depuis des bureaux où l'on n'avait jamais entendu le silence des crayères. Et un château illuminé chaque soir, une cuvée de stars, une présence sur la Croisette, tout cela coûte cher. Tant que le champagne se vendait à prix d'or, ses dépenses étaient des investissements glorieux, la rançon légitime du prestige.
Mais le marché du champagne ne monte pas éternellement. Il a ses cycles, ses euphories et ses gueules de bois. Et le jour où les ventes commenceraient à fléchir, le jour où Avise cesserait de rapporter ce qu'elle coûtait, ces mêmes dépenses changeraient de nature. Elles ne seraient plus des investissements, elles seraient des charges. Des lignes en trop dans un tableau, à Mayence ou ailleurs. C'était l'apogée, le 10e rang, près de 3 millions de bouteilles, le château qui brillait dans la nuit, les stars qui levaient leurs verres vers les photographes. Le point le plus haut. Mais sur ce sommet, personne ne voyait que la maison ne s'appartenait plus, et qu'un groupe allemand, déjà, faisait ses comptes. Il suffirait d'une décision, prise loin d'Avise, pour que cette maison d'1 siècle et demi change de main une fois encore. Et cette fois, elle tomberait entre celles d'un homme qui rêvait, lui aussi, de gloire et de grandeur. Un viticulteur, un maire, un notable de la Marne qui croyait pouvoir bâtir un empire. En 5 ans, il la conduirait jusqu'à la ruine. Chapitre 5. L'homme de Bouzy. En 1998, le groupe RAC prit une décision qui, sur le papier, n'avait rien d'extraordinaire. Bricout commençait à perdre de l'argent. Les investissements qu'exigeait Avise, le château, les caves, le train de vie d'une maison de prestige, pesaient lourd dès que les ventes fléchissaient. Pour un groupe allemand qui regardait ses comptes ligne par ligne, la conclusion était froide et simple. Cette maison française coûtait plus qu'elle ne rapportait. On la vendit. L'acquéreur était un homme du pays. Il s'appelait Pierre Martin. Viticulteur, maire de Bouzy, ce village de la montagne de Reims dont le nom dit le vin à tout amateur de champagne, ancien président de la chambre de commerce d'Épernay. Un notable. Un homme respecté, enraciné, qui avait gravi tous les échelons de la considération champenoise. Quand un tel homme rachète une maison en difficulté, on n'y voit pas une menace, on y voit un sauvetage. Un enfant du pays qui ramène à la France ce qu'un groupe étranger avait laissé filer. Et Pierre Martin ne cachait pas son ambition. Elle était immense. Il ne voulait pas seulement sauver Bricout, il voulait bâtir un grand groupe champenois, un de ces ensembles capables de rivaliser avec les plus puissants. Son modèle, son rival déclaré, c'était Paul-François Vrancken, l'homme qui, parti de rien, avait assemblé en quelques années un empire du champagne. Martin voulait faire pareil. Il voulait sa place à la table des grands. Il avait commencé à la préparer. 3 ans plus tôt, en 1995, il avait racheté une maison au passé éclatant, Delbecq. Fondée en 1832 par Félix Désiré Delbecq, Delbecq avait été fournisseur breveté de la cour de Louis-Philippe, la seule maison autorisée à porter sur ses étiquettes les 3 fleurs de lys du privilège royal. Avec elle, Martin acquérait 130 hectares de vignobles. 130 hectares en Champagne, c'est un trésor foncier que peu de maisons possèdent. La même année, il avait fondé la société vinicole Martin et Fils. Plus tard, il ajouterait le champagne Waris, puis la société Perardel Distribution à Châlons. À la reprise de Bricout, en 1998, l'ensemble prenait forme. Bricout produisait 2 millions de bouteilles, Delbecq 800 000. Martin avait désormais les marques, les vignes, les caves d'Avise, les réseaux. Sur le papier, l'empire était en marche. Il lança alors un grand projet d'investissement à Tours-sur-Marne, où il acheta des locaux neufs pour 7 millions d'euros. Il rêvait plus grand encore. On lui prêtait l'intention de mettre la main sur Piper Heidsieck ou sur Pommery, les noms les plus prestigieux de la Champagne. L'homme de Bouzy voulait jouer dans la cour des géants. Mais le moment était mauvais. Le marché du champagne, après l'euphorie des années 90 et le pic du passage à l'an 2000, ralentissait. La bulle Internet venait d'éclater, et avec elle une partie de cette clientèle qui sablait sans compter. Les stocks s'accumulaient dans les caves de toute la région, et la Champagne tout entière reposait sur un mécanisme fragile. Le système des vins sur latte, ces champagnes presque finis, encore couchés sur leurs lattes de bois en cave, que les grandes maisons achetaient en masse à des producteurs plus petits pour compléter leur propre offre. Tant que les grandes maisons achetaient, tout le monde respirait. Le jour où elles cesseraient, des fortunes en bouteilles resteraient bloquées dans le noir,
invendu, inerte. Pierre Martin avait construit son empire sur du crédit, sur des stocks et sur la confiance. 3 choses qui tiennent tant que la machine tourne. Et la machine, déjà, commençait à ralentir. Chapitre 6. La cavalerie. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre un mot. Un mot que les financiers emploient à voix basse, parce qu'il désigne l'une des fuites en avant les plus destructrices qui soient. La cavalerie. Faire de la cavalerie, c'est combler un trou en creusant un autre, plus grand. C'est emprunter à Pierre pour payer Paul, puis emprunter à Jacques pour rembourser Pierre, en espérant qu'un jour, miraculeusement, l'argent viendra de quelque part pour tout solder. Mais l'argent ne vient jamais. Le trou grandit. Et plus il grandit, plus il faut mentir vite, mentir gros, mentir à davantage de monde. C'est cela, le système qui s'est mis en place autour de Pierre Martin entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Martin n'était pas seul. Une cavalerie de cette ampleur exige des hommes, chacun à son poste. Le procureur, plus tard, les nommerait un à un. Il y avait Louis Fariello, le directeur financier du groupe. Le procureur le désignerait comme le metteur en scène, l'homme qui montait les écritures, qui fabriquait les faux bilans. Des bilans qu'il frappait de ses propres initiales, LF, comme une signature au bas d'un mensonge comptable. Il y avait Luc Lermite, courtier en vin à Épernay, patron du comptoir de courtage champenois. Le procureur l'appellerait le second rôle. C'était lui qui signait, sous la dictée de Martin, de fausses lettres de confirmation, des documents attestant que des transactions bien réelles avaient eu lieu alors qu'elles n'existaient que sur le papier. Il y avait Thierry Janus, expert comptable et commissaire aux comptes des 2 principales sociétés du groupe. L'homme dont la fonction même était de vérifier, de contrôler, de garantir aux tiers que les comptes étaient sincères. Et il y avait, plus loin, à la périphérie, un homme nommé Serge Auchard, qui dirigeait une holding luxembourgeoise appelée Hobson. On le retrouvera. Voici comment fonctionnait la machine. Le cœur de l'escroquerie visait une société d'affacturage, Eurofactor. L'affacturage, c'est simple. Une entreprise vend ses factures à un organisme financier qui lui en avance le montant tout de suite et se charge ensuite de récupérer l'argent auprès du client. C'est un service légitime, utile, qui huile la trésorerie de milliers d'entreprises. Mais il repose entièrement sur une chose. La facture doit être vraie. Les factures de Martin ne l'étaient pas. 17 créances entièrement fictives furent présentées à Eurofactor pour un montant total de 33 millions d'euros. 33 millions avancés par l'affactureur contre des ventes qui n'avaient jamais eu lieu à des clients qui n'avaient rien acheté. Pour donner le change, ces fausses factures s'adossaient à de fausses attestations émises par le comptoir de courtage champenois de Luc Lermite. Le courtier confirmait par écrit des transactions imaginaires. L'affactureur, voyant la facture et son attestation, payait. Mais l'argent d'Eurofactor ne suffisait pas. Il fallait aussi les banques. Et pour les banques, on fabriquait d'autres mensonges. Les fausses factures étaient intégrées dans les comptes comme des factures à recevoir, gonflant artificiellement le bilan de l'année 2001 pour présenter aux banquiers une entreprise florissante, là où il n'y avait qu'un gouffre. On vendait 2 fois les mêmes vins. De grosses quantités de vin clair partaient sur le papier vers un acheteur, puis vers un autre, la même marchandise comptée 2 fois. On pratiquait la vente à réméré. On vendait des stocks en se réservant le droit de les racheter. Et la titrisation, ces montages financiers ruineux qui transforment des bouteilles en cave en argent immédiat, au prix d'intérêt qui dévore tout. On mettait en gage des centaines de milliers de bouteilles auprès des banques, l'ING belge, la SNVB, par l'intermédiaire d'une société spécialisée, Oxiga, avec des entrepôts à Avise, à Mareuil-sur-Aï et à Tours-sur-Marne. Les stocks endormis dans la craie, ce trésor dont nous parlions, étaient devenus du combustible jeté dans la chaudière d'une fuite en avant. Et au-dessus de tout cela, Pierre Martin promettait. Il promettait un grand groupe champenois moderne, conquérant, capable de défier Vranken. La réalité, c'était une nébuleuse de sociétés enchevêtrées. La financière Martin, Champagne Bricou et Coche, Champagne Delbecq, PEM Productions, la société vinicole Martin et Fils,
la holding Grand Vin et Spiritueux, reliées entre elles par une convention de trésorerie. Une convention qui, selon la formule employée, aspirait les euros par milliers d'une société à l'autre, faisant circuler l'argent dans le cercle fermé du groupe pour masquer qu'il n'y en avait plus. Cela ne pouvait pas durer. Une cavalerie ne dure jamais. Elle attend seulement le jour où l'un des créanciers, un seul, décidera de vérifier. Ce jour vint le 11 mars 2003. Ce jour-là, Eurofactor, voulant encaisser une créance, se tourna vers le débiteur supposé pour réclamer son paiement. La facture portait sur 4 820 000 euros pour 5 082 hectolitres de vin clair et elle était datée du 4 juillet 2002. Le débiteur supposé, c'était Moët et Chandon, la plus grande maison de Champagne. Et quand Eurofactor demanda à Moët de régler cette facture, Moët répondit ce que Martin avait passé des années à craindre. Cette créance n'existait pas. Moët n'avait jamais acheté ces vins. La facture était fausse. En un instant, le fil se déroula. Une fausse facture en révélait une autre, puis 17. Le château de cartes commença à tomber. Et l'on découvrit, dans la lumière crue de cette vérification, ce que Luc Lermite avait gagné au passage. Environ 2 millions d'euros de commissions sur des transactions, y compris fictives, plus une prime de 76 000 euros versée par Bricout pour une simple avance de trésorerie de 514 000 euros. Le courtage du mensonge payait bien. Plus tard, on chercherait les responsables du contrôle. Le commissaire aux comptes serait mis en cause pour n'avoir rien vu. Les douanes aussi. Le procureur lui-même égratignerait le comité interprofessionnel du vin de Champagne, ce gardien de la maison commune, en le qualifiant d'acteur passif. Tout un système de surveillance avait regardé ailleurs, pendant que la maison se vidait de l'intérieur. Chapitre 7. Le château de cartes s'écroule. À partir du 11 mars 2003, tout alla très vite. L'entreprise n'honorait déjà plus ses paiements depuis 2 mois. Le trou était béant. Et le 13 mars, 2 jours seulement après la révélation, une opération étrange eut lieu. Une holding luxembourgeoise, Hobson, dirigée par Serge Auchard et adossée à des capitaux américains venus d'un négociant de spiritueux, Schneider's Liquors, prit le contrôle de la financière Martin. Pour quel prix ? Pour 1 euro. 1 euro symbolique. On ne rachète pas pour 1 euro une entreprise qui va bien. On rachète pour 1 euro une entreprise dont on espère sauver quelques actifs avant le naufrage, ou dont on accepte d'endosser les dettes pour des raisons que seuls les initiés comprennent. Le passif, à ce moment-là, dépassait déjà, selon une source, 57 millions d'euros, un chiffre qu'il faut citer avec prudence, car il ne repose que sur un seul témoignage. Mais l'ordre de grandeur, lui, était clair. La maison sombrait. Le 24 avril 2003, ce fut officiel. Dépôt de bilan. Le tribunal de commerce de Reims plaça les sociétés du groupe en redressement judiciaire. Et c'est là qu'apparut le chiffre qui résume toute l'affaire. Le passif était estimé à environ 100 millions d'euros. 100 millions. Il faut s'arrêter sur ce nombre, parce qu'il est facile de le confondre avec les autres. La fraude aux fausses factures portait sur 33 millions. Le préjudice que réclameraient plus tard les parties civiles atteindrait 53 millions. Et le passif total, au dépôt de bilan, approchait les 100 millions. Ces 3 chiffres ne se contredisent pas. Ils mesurent 3 choses différentes. Ce qui avait été volé par les fausses factures, ce que les victimes réclameraient devant le juge, et le trou total laissé par l'effondrement de tout le groupe. 100 millions d'euros de passifs pour une maison née sur une colline de craie 1 siècle et demi plus tôt. Le parquet de Reims ouvrit une information judiciaire, et la justice vint chercher les hommes. Au début du mois de mai 2003, Pierre Martin fut incarcéré à Châlons-en-Champagne, mis en examen pour banqueroute, escroquerie et abus de confiance. L'homme de Bouzy, le maire, le notable, l'ancien président de la chambre de commerce, derrière les barreaux. Louis Fariello, le metteur en scène, et Luc Lermite, le courtier, furent eux aussi placés en détention provisoire.
Martin y resterait environ 2 mois. 2 mois. Retenez cette durée, car c'est, en tout et pour tout, le seul temps que Pierre Martin passera jamais enfermé pour ce qu'il avait fait. Mais nous n'en sommes pas encore au verdict. Nous en sommes au moment où la nouvelle se répand dans les ateliers d'Avise, de Tours-sur-Marne, de Mareuil-sur-Aï. Le patron est en prison, la maison est en faillite, et les ouvriers, eux, sont toujours là, avec leurs mains, leur savoir-faire, et des caves pleines de bouteilles qui ne leur appartiennent plus. Chapitre 8. Les bouteilles prises en otage. Imaginez ce que c'est. Vous travaillez depuis des années dans une maison de champagne. Vous connaissez chaque galerie, chaque pupitre, le froid de la craie sous vos doigts. Et un matin, vous apprenez par la radio, par le journal, par un délégué blême, que le patron est en prison, que l'entreprise vaut moins qu'un appartement et que des hommes en costume, à Reims, à Luxembourg, vont décider de votre sort sans jamais être descendus dans vos caves. Sur 166 emplois, le couperet allait tomber. Et les salariés de Bricout firent ce que font les ouvriers français quand on dispose d'eux sans les consulter. Ils se dressèrent. Mais ils avaient une arme que peu d'ouvriers possèdent. Ils avaient les bouteilles. Dans les caves du groupe dormaient environ 7 millions de bouteilles. 7 millions de cols alignés dans le noir, valant des dizaines de millions d'euros. La seule chose qui intéressait vraiment les repreneurs et les banques. Et les salariés comprirent que ce trésor, ils le tenaient. Ils occupèrent les sites. Ils firent savoir qu'ils étaient prêts à détruire ces bouteilles plutôt que de les laisser partir sans garantie pour leur avenir. Près de 7 millions de bouteilles prises en otage par ceux-là même qui les avaient faites. Le 5 novembre 2003, à Tours-sur-Marne, la colère trouva son image. Les salariés fabriquèrent une effigie de Pierre Martin, leur ancien PDG, l'homme qui les avait conduits là, et ils la brûlèrent. Devant les caves pleines, devant les murs de l'entreprise qui l'avait ruinée. Au château d'Avise, d'autres salariés mirent le feu au volet. Sur cette colline de craie où le grand-duc Serge avait bu, où Alain Delon avait posé pour les photographes, des ouvriers brûlaient maintenant l'effigie de leur patron et incendiaient les volets du château. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la rage, et elle était précise. Ces hommes savaient exactement ce qui leur avait été pris, et par qui. Le lendemain, le 6 novembre, le journal télévisé de France 2, présenté par David Pujadas, montra ces images au pays tout entier. La maison du champagne des stars, devenue le théâtre d'une révolte ouvrière. Au milieu de ce fracas, une voix tenta de remettre les choses à leur place. Yves Lombard, secrétaire général de l'Union des maisons de champagne, déclara que l'affaire reposait sur des erreurs de gestion, et non sur un manque de qualité. C'était vrai, et c'était important. Le champagne d'Avise était toujours excellent. Les vendangeurs avaient bien coupé, les remueurs avaient bien tourné, le chef de cave avait bien assemblé. Rien dans la bouteille n'avait failli. Tout avait failli au-dessus, dans les bureaux, dans les bilans, dans la tête d'un homme qui avait voulu trop grand. Et puis vint l'épilogue de la révolte. Quand les comptes furent faits, sur les 7 millions de bouteilles supposées dormir dans les caves, on n'en récupéra que 5 millions après l'occupation. Il en manquait 2 millions. 2 millions de bouteilles évanouies, dont nul ne sut jamais dire avec certitude où elles étaient passées. Vendues 2 fois, gagées ailleurs, disparues dans les replis de la cavalerie. Le trésor de la craie avait fondu dans le noir. Chapitre 9. Le procès. Il fallut attendre 8 ans. 8 ans entre l'effondrement et le jugement. Le procès s'ouvrit le 14 mars 2011 devant le tribunal correctionnel de Reims. Les chroniqueurs du journal L'Union, Éric Lenné et Corinne Lange, suivirent l'affaire jour après jour. Le procureur s'appelait Fabrice Bellargent. Il fit le portrait d'un homme que l'orgueil avait perdu.
Pierre Martin, dit-il, était bouffi d'orgueil et avait eu les yeux plus gros que le ventre. C'était la formule juste pour cet homme de Bouzy qui avait voulu défier Vrancken, racheter Pommery, bâtir un empire, et qui n'avait bâti qu'un gouffre. Le procureur détailla la mécanique. Les 17 créances fictives, les 33 millions, les faux bilans frappés des initiales de Fariello, les attestations de complaisance de l'ermite. Et il requit contre Martin 4 ans de prison, dont 1 an ferme. 1 an ferme. Les parties civiles, elles, réclamaient un préjudice de 53 millions d'euros. Le jugement fut rendu les 3 et 4 mai 2011. Et il faut le donner avec exactitude, car c'est là que cette histoire prend son goût le plus amer. Pierre Martin fut reconnu coupable de tout. Escroquerie, banqueroute, abus de biens, faux et usage de faux. Il fut condamné à 4 ans de prison, entièrement assorti du sursis. Pas un jour ferme. Interdiction de gérer pendant 10 ans. Et 175 000 euros de dommages et intérêts, dont 13 000 à Delbecq, 50 000 à Bricout, 25 600 à Eurofactor. Mettez ces nombres côte à côte. 100 millions d'euros de passifs, 33 millions de fraudes, 53 millions réclamés par les victimes. Et au bout de la chaîne, pour l'homme désigné comme le chef d'orchestre de tout cela, 4 ans avec sursis et 175 000 euros. Le seul temps qu'il aura passé en cellule, ce sont les 2 mois de détention provisoire de 2003, 8 ans plus tôt. Les autres suivirent le même chemin. Louis Fariello, 30 mois avec sursis, interdiction de gérer 5 ans, environ 150 000 euros de dommages. Luc l'Ermite, 30 mois avec sursis également, s'est fait requalifier en complicité d'escroquerie et relaxé du chef de recel. Thierry Janus, l'expert comptable, le contrôleur qui n'avait rien contrôlé, relaxé. Il avait déjà perdu son emploi et sa fonction. Quant au comité interprofessionnel du vin de Champagne, le tribunal estima qu'il n'avait subi aucun préjudice. Il faut ici, par souci d'exactitude, écarter une autre affaire que l'on confond parfois avec celle-ci. Dans un dossier distinct, portant sur une fausse facture de 300 000 euros et qualifiée de recel de banqueroute, Paul-François Vrancken, le rival, l'homme que Martin avait voulu égaler, et Pierre Martin furent condamnés en première instance. Vrancken à 50 000 euros d'amende, Martin à 10 000. Mais en appel, fin 2005, tous deux furent relaxés. Cette affaire-là n'a rien à voir avec la cavalerie aux 33 millions. Il importe de ne pas mêler les deux. Voilà le bilan judiciaire. Une maison d'1 siècle et demi détruite, 166 emplois broyés, 100 millions d'euros envolés, 2 millions de bouteilles disparues. Et au bout du compte, des peines entièrement assorties du sursis. Le procureur avait demandé 1 an ferme, le tribunal n'en accorda aucun. Que l'on en tire ce que l'on voudra, les faits, eux, sont là. Chapitre 10. Les ruines et les repreneurs. Mais la maison, elle, n'avait pas attendu le procès pour être dépecée. Cela s'était fait dès l'été 2003, dans le bureau du tribunal de commerce de Reims. Le 19 août 2003, le tribunal retint les offres de 2 repreneurs, Vrancken-Pommery et Mouette et Chandon, c'est-à-dire LVMH. Et ici, il faut corriger une idée reçue. On dit parfois que LVMH a avalé Bricout. C'est faux. LVMH, le géant du luxe, ne voulait pas du nom. Ce que Mouette et Chandon sécurisa dans l'affaire, ce furent surtout des approvisionnements en raisins, précieux dans une région où chaque hectare de grand cru compte, tout en se recentrant sur ses propres marques fortes. Mouette et Chandon, Mercier, Ruinart, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug. Le luxe n'avait pas besoin d'une maison déshonorée. C'est l'autre repreneur qui prit le nom. Vrancken-Pommery, par l'intermédiaire de sa filiale Champagne Charles Laffitte, récupéra les marques Bricout et Delbecq, la clientèle, une partie du personnel, le site industriel de Tours-sur-Marne et des approvisionnements sur environ 200 hectares. Le rival que Pierre Martin avait rêvé d'égaler
ramasser les morceaux de sa chute. Paul-François Vrancken, l'homme que Martin voulait dépasser, devenait le propriétaire du nom de Bricout. Sur les 166 emplois, le sauvetage fut partiel. 95 postes furent maintenus chez les repreneurs au moment de la reprise. Au bout du compte, environ 93 salariés furent reclassés chez les repreneurs et 36 autres chez d'autres négociants de la région. Le reste, les autres, disparus dans les statistiques du chômage, comme tant d'ouvriers d'usines fermés avant eux. Le 13 novembre 2003, la Cour d'appel de Reims confirma l'attribution des actifs. Les banques, la Rabobank, la SNVB, le Crédit Agricole, acceptèrent un prix de 7 € la bouteille, fixé par le tribunal, pour solder les 5 millions de cols qui restaient. 7 € la bouteille, pour du grand cru d'Avise. Le champagne des stars bradé au prix d'un solde pour rembourser des banques flouées. Et Delbecq, la maison de Félix Désiré Delbecq, fournisseur de Louis-Philippe, porteuse des 3 fleurs de lys du privilège royal, mise en liquidation en 2003 après 171 ans d'existence. Le nom survivrait sous d'autres mains, mais la maison, elle, mourut là, emportée par la cavalerie d'un homme qui l'avait acheté 8 ans plus tôt comme première pierre de son empire rêvé. Restait le château, restaient les caves d'Avise, creusées dans la craie depuis Charles Coq. Pendant des années, après la tourmente, le site demeura comme suspendu. Puis, en 2008, un homme du pays le racheta, un homme qui, lui, ne rêvait pas d'empire, mais de vin. Anselme Selos, vigneron d'Avise, l'un des plus respectés de toute la Champagne, et son épouse Corinne, par le champagne Jacques Selos, acquirent le château et ses caves. En 2011, l'année même où Pierre Martin était jugé à Reims, ils ouvrirent, dans le château, un hôtel-restaurant de luxe, les Avisés. 10 chambres, une table tenue par le chef Stéphane Rossillon. Là où le château s'illuminait jadis pour annoncer le champagne des stars, on accueillait désormais des voyageurs dans le calme d'une maison d'hôtes raffinée. La même année, Charles Laffitte fit l'acquisition définitive du site de Tours-sur-Marne. Il y eut un dernier soubresaut. En mai 2012, la répression des fraudes de Champagne-Ardenne se pencha sur une mention qui figurait sur les contre-étiquettes. La maison Bricout fut fondée à Avise en 1820. Souvenez-vous, 1820, c'était la date des coques. La marque Bricout, elle, ne datait que de 1966. L'administration jugea la mention trompeuse. Vrancken dut modifier ses étiquettes. Ainsi, presque 30 ans après l'astucieuse alliance Bricout et Koch, qui avait offert au non récent la barbe blanche de l'ancien, l'État venait rappeler que cette ancienneté-là avait toujours été un emprunt. Chapitre 11. Ce qui reste dans la craie. Aujourd'hui, le champagne Bricout existe toujours. On le trouve en grande distribution, un brut réserve, une cuvée prestige, élaboré à Tours-sur-Marne par Charles Laffitte. Si vous prenez une bouteille de Bricout dans le rayon d'un supermarché, c'est ce champagne-là que vous tenez. Il n'a plus rien à voir avec Avise, ni avec la colline de Craie, ni avec les caves de Charles Coq. Rien, sauf le nom. Le nom a survécu. C'est tout ce qui a survécu. Sur la colline d'Avise, le château est toujours là. Mais on n'y fait plus de champagne. On y dort, on y dîne. Les caves de craie, creusées au burin sur des générations, fraîches et silencieuses comme elles l'ont toujours été, n'abritent plus les millions de bouteilles qui faisaient la richesse et le piège de la maison. Le grand-duc Serge, Alain Delon, Simone Veil, le tout Paris qui sabrait dans les soirées, tout cela a la consistance d'un songe ancien. Repensez à la symétrie du début. Une maison dont le nom venait d'Arthur Bricout, négociant condamné pour faillite frauduleuse, qui s'enfuit en Angleterre devant ses créanciers. Une maison qui, un siècle plus tard, mourut d'une faillite frauduleuse montée par Pierre Martin, viticulteur de Bouzy, qui passa 2 mois en cellule et fut condamné, pour le reste, avec sursis. Le nom portait sa fin dès l'origine. Bricout était né d'une escroquerie, Bricout est mort d'une escroquerie. Et c'est peut-être là le plus dur à admettre.
Cette maison avait traversé 1 siècle et demi d'histoire. Elle avait survécu aux guerres, aux crises, aux modes, aux phylloxéras qui avaient ravagé tant de vignobles, au passage de famille en famille, de pays en pays, du château Koch à la holding luxembourgeoise. Elle avait tout encaissé. Elle ne fut pas détruite par une force extérieure. Pas par une guerre, pas par une maladie de la vigne, pas par un effondrement du marché. Elle fut détruite de l'intérieur. Par l'ambition d'un seul homme, par les faux d'un directeur financier, par les attestations d'un courtier, par le silence de ceux dont le métier était de contrôler. Le champagne, lui, était bon jusqu'au bout. Yves Lombard avait raison. Ce ne fut jamais une affaire de qualité. Les vendangeurs polonais et portugais avaient bien coupé. Les remueurs avaient bien tourné dans le froid de la craie. Le chef de cave avait bien assemblé. Tout le savoir-faire d'Avise était intact dans la bouteille. Ce sont les bilans qui mentaient, pas le vin. Il reste la craie. Elle était là avant Charles Koch, avant Arthur Bricout, avant Pierre Martin. Elle sera là après l'hôtel, après la marque de supermarché, après que tous les noms de cette histoire se seront effacés. Sous la colline d'Avise, les galeries fraîches et noires attendent, comme elles ont toujours attendu. Elles ont vu passer un grand-duc et un acteur de cinéma, un escroc rémois et un maire de Bouzy, des millions de bouteilles montées vers la lumière, et des millions d'autres disparus sans laisser de traces. Elles n'ont rien dit. Elles ne diront rien. C'est le silence des crayères, celui que les remueurs cessaient d'entendre après la première semaine, et que l'on ne remarque que lorsque, au-dessus, tout s'est arrêté.